Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Il y a un an, le 22 décembre 2020, un rapprochement entre le Maroc et l'entité sioniste avait été annoncé, suite à quoi le rythme de normalisation s'est accéléré. Après la normalisation, les deux parties ont conclu des accords militaires pour arriver à la signature d'un accord sécuritaire lors de la visite d'un ministre sioniste de la Défense à Rabat le 24 novembre dernier. Une première des premiers accords de ce genre signés avec un pays arabe, ce qui avait suscité un véritable tollé. Ces agissements, qualifiés de traîtrise par la population locale, ont fini par éclater au niveau interne. De nombreuses manifestations se sont déroulées ces dernières semaines au Maroc pour dénoncer les accords d'Abraham. Des revendications sociales ont été également exprimées quant à la précarité dans laquelle vivent les Marocains. Les appels se multiplient pour une manifestation mercredi au Maroc, date de la normalisation avec l'entité sioniste, pour le rejet catégorique de cette alliance portée comme une honte par la population, pour qui le régime du Marzen ne travaille que pour ses propres intérêts et s'enrichit pendant que la population vit dans la précarité exacerbée par la crise du Covid. On va revenir sur tout ça avec nos invités sur ce plateau. Nous accueillons M. Saïd Ayachi, bonsoir. Salam. Vous êtes président du comité algérien de soutien au peuple sahraoui. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie. Nous avons également avec nous M. Mahez Lamari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant des droits de l'homme et des peuples. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous le disais à l'instant, les appels à la manifestation se multiplient pour mercredi 22 décembre, date de la normalisation avec l'entité sioniste. Je vous propose de revenir sur ces manifestations qui se sont déroulées dans plusieurs villes du Maroc et qui dénonçaient également les conditions de vie précaires des Marocains. Les manifestations de colère se poursuivent dans plusieurs villes sociales exacerbées par des fléaux sociaux qui prennent de l'ampleur et minent le vécu des Marocains qui réclament le départ de leur monarque, accusé de s'accaparer des richesses du pays. كنقول انا شني كيجي ولاد بلادي يضحيوا بحياتهم، ولكن علاش ما تدافعش على حقك في وسط المغرب؟ لانه حنا المغرب كنا عارفين بانه هو فقير، يعني حنا كنا عارفين بلادنا فقيره وحنا كنموتوا بالجوع، وحنايا غادي تفهم هذه واحد الحاجه غادي يفهمها بنادم. ولقيت بزاف ديال المعترضين وعجبني الحال، فرحت بزاف من كنلقى واحد المغربي كينوض يغوت ويدافع على حقنا حنا كمغاربه، انا كنحس براسي فخوره بانه تولدت في المغرب. ولكن ملي كتلقى العياشه وعاش سيدنا سيدكم سامح فيكم، انا كنكره راسي وحياتي وكنقول علاش تولدت في ديك البلاد. يعني الدوله المغربيه عملت واحد السيستم جايبه كتدرسوا سنين العمر كتدرس واحد السيستم، عملت واحد السيستم واعر عملت واحد السيستم ما يديروهش الشياطين. شنو هو؟ اولا حطمات بقيمه الرجل المغربي. Les témoignages des opposants marocains se multiplient pour condamner les pratiques du régime du Marzen qui portent atteinte à la dignité du peuple marocain. Plaque tournante du trafic de drogue. Au Maroc, la culture de cannabis prospère et inonde le monde arabe et notamment l'Algérie. هذه السياسة الحقيرة يراد إركاع وإذلال الشعب المغربي وبالتالي إخضاعه وإذلاله. كل العالم يعرف أن العائلة الملكية وجنرالات النظام الدكتاتوري المجرم هي التي تقوم بتهريب الحشيش للخارج وتجني عبره مئات الملايين من الدولارات، من الأوروات أو الدولارات. ويكفي أن أذكركم بتقرير المرصد الأوروبي لسنة 1994، التصادم الذي نشر وقتها وذكر أسماء العائلة الملكية التي تتاجر بالمخدرات وقتها. اليوم نعيش نفس المرحلة. جل العصابات المتاجرة بالمخدرات تسير عن بعد من طرف جنرالات النظام وأفراد من عائلة محمد السادس المجرم. وإغلاق مدينتي سبتة ومليلية الريفيتين
هو من أجل التحكم المطلق في التجارة الدولية للحشيش لا غير، وفرض العزلة الاقتصادية على صغار المزارعين بخدعة التقنين المزعوم. الوضع العام الذي يعيشه الشعب المراكشي مع النظام المجرم المغربي يتجه يوما بعد يوم نحو الانفجار. الجميع أصبح يعيش عزلة إقليمية مع جيرانه من جهة، وعزلة دولية مع حلفائه من جهة أخرى. بالمقابل يعيش الشعب المغلوب على أمره وضعية اجتماعية اقتصادية كارثية، وشاهدنا ذلك من خلال المظاهرات التي تعرفها كل. هذه العزلة الدولية هي التي سرعت في استقبال الكيان الصهيوني كي يخيف الشعب المراكشي من جهة والشعب الصحراوي من جهة أخرى، لأنه نظام غير شرعي وفاقد للشرعية. Malgré les persécutions du régime du Marzen, les manifestants marocains épris de justice sociale sont déterminés à poursuivre le combat pour la dignité. Alors, on a plusieurs propos qui sont développés dans ce sujet. On parle de la population marocaine, collective perfide du Maroc aussi, du trafic de drogue. On va en parler de tout cela, bien sûr. Alors, dans son appel, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation avec l'entité sioniste, vous l'avez entendu indiquer, que le 22 décembre intervient dans un contexte marqué par l'escalade de la tyrannie sioniste et un dangereux tsunami de normalisation. Le Maroc qui a plongé honteusement dans les bras de l'entité sioniste à travers la consolidation et l'approfondissement de tous les domaines vécus par la population. Cet accord de normalisation avec l'entité sioniste, c'est considéré comme une trahison, Monsieur Ayachi. Tout à fait. Tout à fait. Il faut peut-être revenir. Comment ça s'est fait de cause à effet. Oui. Dans sa très grande majorité, le peuple marocain vit dans une précarité qui n'est plus à démontrer. Tous les jours, à longueur d'année, rançonnés par le Marzen, parce que c'est ainsi qu'est organisé le régime marocain, administrativement opprimé par le même Marzen, ne profitant pas des ressources du pays qui sont exploitées par des entreprises étrangères. Le Marocain lambda n'existe que par sa personnalité construite sur d'abord bien sûr la tradition et la religion. Et c'est avec ça qu'il tient face à toute cette adversité qui lui vient de son roi et de son entourage. Et là, sa culture est gommée d'un revers de la main. La cause palestinienne elle-même, qui est déjà une cause très chère à tous les peuples arabes, est connotée par une sacralité qui est le Quds. Le Quds, c'est le troisième lieu saint de l'islam. Et chaque musulman tient à ce que le Quds, qu'a libéré Salah ad-Din Ayyoubi en son temps, reste une place de l'islam. Or, ce même roi, qui est d'ailleurs le président du comité Al-Quds, chargé par l'organisation de la conférence islamique de veiller à préserver le statut islamique de Al-Quds, ce même roi qui se dit commandeur des croyants, trahit la cause de la Palestine et trahit le statut d'Al-Quds. Et à ce moment-là, le Marocain de base se sent humilié, se sent honteusement touché dans personnalité. Il fallait s'attendre à ce qu'il y ait cette colère qui gronde, justement. Non, le roi a sous-estimé, le roi et son entourage ont sous-estimé. Il pensait que le peuple marocain est anesthésié. Il est neutralisé par ses problèmes quotidiens et par l'oppression du Marzen. Or, le peuple marocain recèle précisément cette foi ardente qui le fait réagir contre cette énième transition. Et qui plus est, il n'a pas admis de voir les bouchers de Sabra et Shatila reçus sur un tapis rouge, embrasser ses dirigeants, les criminels de Deir Yassin reçus à bras ouverts et passer des accords insupportables pour le peuple marocain. Et donc, trop c'est trop, la goutte qui a fait déborder le vase. Ceci entraînant cela, la précarité dont on parlait, le mal-vivre dont on parlait, avec maintenant cette trahison vis-à-vis de sa foi
de son existence même a fait que ça a débordé dans la rue. Et bien entendu, à juste titre, il a traité son roi de traître, il a traité le Marzen on remet en cause même le régime du Marzen. Bien entendu, le Marzen de complice de l'entité sioniste, et cela lui est insupportable. Il a crié à haute et intelligible voix dans la rue. Oui, alors comme l'a dit M. Lamari, M. Yachi, qui a insisté sur le peuple marocain qui a toujours été lié historiquement, culturellement à la cause palestinienne, se voit trahi aujourd'hui. Il fallait s'attendre à ce qu'il y ait justement ce genre de manifestation, cette révolte et puis cette inégalité, justement, le régime du Marzen qui s'enrichit sur le dos de sa population. Effectivement, il y a une prise de conscience qui est due au fait que l'opinion publique et puis la population marocaine a une nouvelle perception de ce qui est le régime marocain à visage découvert et des pratiques qui sont connues depuis longtemps d'ailleurs. Ces pratiques qui n'ont pas changé depuis des décennies. Vous avez parlé que le 22 décembre, ça va faire une année où il y a eu la normalisation. Le 22 décembre, ce n'est pas une année de normalisation, c'est les masses qui sont tombées. Parce que la normalisation était de père en fils. C'est devenu officiel, mais il y a toujours eu des relations avec l'entité sioniste. De père en fils. Oui. Et donc, cette normalisation, c'est un poignard dans le dos des Palestiniens. Donc, cette normalisation du Royaume du Maroc avec l'entité sioniste et le système colonial israélien en Palestine a amené le Maroc à redoubler de férocité, d'arrogance et à multiplier ouvertement sa politique d'intransigeance, de haine viscérale et d'obstruction, surtout envers l'Algérie. Et ça a démontré encore une fois que le Maroc est devenu, à visage découvert, le sous-traitant d'Israël dans la région et l'exécutant de la stratégie israélienne, politique haineuse d'Israël dans la région. Cette politique consiste en permettant à créer un climat d'instabilité, donc d'insécurité, en mettant en exécution des plans criminels, en créant des conflits internes, en planifiant et encourageant des mesures de subversion, des actions subversives, déstabilisatrices, surtout en direction de l'Algérie, et en voulant torpiller aussi le processus de développement de l'Algérie. Et à côté de cela, il y a eu aussi cette goutte qui a débordé le vase au niveau de la population, où les richesses sont pillées et sont accaparées par la famille royale. Cette famille royale qui ne s'est pas contentée simplement de piller et d'appauvrir la population marocaine, mais aussi d'aller piller les richesses naturelles au Sahara occidental pour un peu mener leur politique expansionniste et leur politique d'obstruction dans la région et servir les intérêts étrangers. Aujourd'hui, le peuple marocain a cassé le mur du silence et la peur. Il n'y a plus la peur. Donc il s'exprime à visage découvert. Et nous avons vu tout à l'heure quelques exemples où les gens parlent. Mais c'est bien ce que vous aviez dit, c'est qu'on parle maintenant d'opinion publique et on sait combien l'opinion publique est devenue primordiale et importante ces dernières années. C'est ce qui n'a pas été pris en considération justement, c'est que le régime du Marzen s'est positionné seul et dans ses propres intérêts à lui, sans prendre en considération justement cette opinion publique. Alors il me semble qu'il y a une autre trahison dont on n'a pas parlé et qu'il faudra souligner, c'est celle des partis politiques. Les partis politiques, même si les partis politiques de gauche n'existaient plus quasiment pas au Maroc, mais qui enfin avaient eux-mêmes dans leur programme la défense de la cause palestinienne, mais surtout les partis dits islamistes, le PJD, qui il n'y a pas longtemps encore été au pouvoir, programme très nettement, donc souligne la défense de la cause palestinienne et dont on n'a pas entendu parler du tout. Et alors, le peuple s'est aussi senti trahi par ces mêmes formations politiques. Et d'ailleurs, il les a punis, puisque lors des dernières législatives, le PJD est passé de 112 députés à 12 députés. Il en a parti une centaine, un bon paquet. Et évidemment, comme vous venez de le dire, donc, cette précarité du peuple marocain est organisée
elle est organisée par le régime marocain, par le roi d'abord, dont on sait qu'il est un des hommes les plus riches d'Afrique et parmi ceux du monde, puisqu'il a une dîme royale, si tant est qu'on peut parler de dîme royale, qui est prélevée sur d'abord la drogue, c'est un narco-État. On se le disait tout à l'heure qu'il y a un revenu de 22 milliards de dollars chaque année. Pour le trafic de drogue, il y a 700 tonnes de cannabis et peut-être vous me donnerez l'occasion tout à l'heure de souligner quels sont les dangers du trafic de drogue pour le région et pour le monde. Et puis, il prélève sa dîme aussi de façon tout à fait automatique sur les phosphates et sur toutes les entreprises qui passent contrat avec le Maroc. C'est un homme d'affaires prospère, hein, on le sait, et il contrôle le plus grand groupe financier du pays, Al Mada, présent dans les secteurs les plus stratégiques de l'économie marocaine, banque, immobilier, télécom, énergie et assurance. Et à l'origine, l'homme fort de ce pays voisin, qui s'appelle André Azoulay, était d'abord chargé de gérer la cassette du roi, la fortune du roi. Maintenant, il gère tout. Il gère et l'économie et la politique. La politique, bien sûr, pour le compte de Paris et de Tel Aviv. Et donc... ce régime tel qu'il est organisé n'en a cure du peuple qui le sent tous les jours dans sa chair et qui, par conséquent, réagit de la façon plus violente parce qu'il ne pouvait pas faire autrement tant qu'il est touché dans son essence même de personnalité et qu'il est touché dans maintenant sa vie de tous les jours. Il dénonce. Il dénonce dans ses manifestations, il dénonce la trahison de la Palestine, mais il dénonce aussi la malvie dans laquelle il est confiné depuis maintenant des décennies. Et puis nous avons une jeunesse quand même qui est différente, qui est plus connectée, qui est plus informée, à qui on ne peut plus mentir. Tout se passe sur les réseaux sociaux. La société civile devient fauseuse d'opinion aujourd'hui. C'est ça qui n'a pas été pris en considération. Vous savez, l'opinion arabe, occidentale, même marocaine, était manipulée par des déclarations mensongères du Maroc qui se trouvaient appuyées, reliées par des réseaux médiatiques, comme vous dites, et par des chaînes médiatiques et sous la pression de leurs gouvernements respectifs. C'est ce qui a un peu influé sur l'opinion publique nationale, et régionale et internationale. Sauf qu'aujourd'hui, la négation des partis politiques a été dépassée. Aujourd'hui, c'est le citoyen, c'est la rue. Cette rue qui, le cri citoyen, le ras-le-bol social, le ras-le-bol économique, le ras-le-bol de l'Hogra, le ras-le-bol de la répression dure et sauvage, le makhzen qui étouffe. Aujourd'hui, les gens ne croient plus. Il y a un soulèvement. Ne croient plus en ces partis politiques qui sont à la solde du makhzen et qui ont tenté de justifier la présence de l'entité. Et aujourd'hui, c'est le citoyen. C'est le commun des communs, c'est les jeunes, c'est les femmes. On a vu qu'ils sont en train là de crier et puis de dire que quand même nous sommes dignes et on n'accepte pas la traîtrise ou bien la politique dans la... Nous voulons qu'il y ait une justice sociale et qu'il y ait une démocratie, qu'il y ait pas de violation des droits de l'homme et que la zone porte et que la question palestinienne, c'est sacré. Comme a développé tout à l'heure docteur, on ne peut pas voir ce roi à la tête d'un comité de l'Quds. Et aujourd'hui, au lieu de s'occuper de ces dernières décisions, de donner des instructions, pour voir comment les bâtisses et les synagogues et les temples et les trucs culturels juifs et oublier le Quds. Donc aujourd'hui il y a une donne et un message fort populaire arabe pour dire que les musulmans, le monde arabe doivent prendre une décision, ils doivent être à l'écoute des peuples arabes pour dire que le Quds doit être dirigé par un fils du Quds, par un respecté envers du Quds et et puis, comme je le disais dans l'introduction, la signature des accords militaires, c'était une première, ça avait soulevé un véritable scandale, un véritable tollé. L'Observatoire marocain contre la normalisation et également membre du groupe d'action pour la Palestine, Ahmed Wilman, avait mis en garde contre le danger de la présence sioniste sur son pays aussi et pour toute la région. Même pour le Maroc, cela peut être un véritable danger. Bien entendu, il est bon de souligner que
la normalisation, donc après le fameux décret de Trump, scélérat en soi, s'est faite d'abord sur le dos des peuples palestiniens et sahraouis. Et les Marocains le disent. Une frange de la population marocaine reconnaît que cela s'est fait sur le dos du peuple marocain, du peuple palestinien et du peuple sahraoui, c'est-à-dire à n'importe quel prix, pourvu qu'il y ait cette normalisation qui elle-même avait à d'autres objectifs. L'objectif pour Israël, c'est de se rapprocher du seul pays arabe qui ne plie pas le genou devant l'entité sioniste, le seul pays arabe qui reste debout et qui dit toute la vérité dans la question palestinienne. Donc si on comprend bien, l'objectif du Maroc, c'est d'avoir cette reconnaissance prétendue sur le Sahara occidental. Quant à Israël, c'est du Maroc, c'était d'obtenir cette fameuse normalisation, cette fameuse reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs de la part du plus grand pays occidental, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Et le Maroc espérait un phénomène d'entraînement. Si la reconnaissance américaine se faisait, d'autres pays allaient suivre. Or, non seulement aucun pays n'a suivi, mais même à l'intérieur de l'établissement politique américain, il y a eu des voix qui sont élevées contre ce décret qui était totalement anti-droit international. On a interdit l'ouverture du consulat. Il y a eu des revers. Pas les États-Unis d'Amérique qui ont une responsabilité internationale dans les relations. Et par conséquent, donc maintenant, Israël installé au Maroc, ce n'est pas pour le Maroc, parce que le Maroc, il le gérait déjà, et c'est parce qu'ils avaient un objectif qui reste l'Algérie. Et donc, on voit ici l'irresponsabilité des dirigeants marocains, ou alors leur complicité criminelle avec un État qui veut détruire un État voisin. Parce que, bien entendu, l'objectif d'Israël, c'est de pouvoir déstabiliser l'Algérie pour continuer son plan de domestication des pays arabes et ne plus trouver de résistance à sa colonisation et son oppression du peuple palestinien. Alors je vous parlais de cet observatoire. Je vous propose d'écouter Taïb Bedmed, qui est coordinateur national du Front marocain contre la normalisation et de soutien à la Palestine. Il a été interviewé depuis Rabat. Il nous parle de ces manifestations du 22 décembre. On l'écoute et on revient juste après. Que nous appelons ici au sein du Front marocain la journée nationale contre la normalisation. Ça va être le premier anniversaire de la signature des accords avec l'entité sioniste, des accords qui sont refusés par le peuple marocain. Nous voulons le dire haut et fort, et dans toutes les régions, dans toutes les villes du Maroc, le 22 décembre, nous appelons toutes les villes du Maroc à sortir, à se mobiliser pour organiser des manifestations contre cette normalisation. D'une part, pour montrer que notre peuple, le peuple marocain, refuse cette normalisation et demande qu'elle soit refusée, qu'elle soit rejetée, d'une part, et pour montrer que le peuple marocain continue à être mobilisé avec le peuple palestinien pour sa lutte contre le sionisme, sa lutte pour l'édification de son État libre, indépendant et démocratique sur tout le territoire palestinien, avec Jérusalem al-Quds comme capitale. Je viens ici pour lancer cet appel à tous les citoyens et citoyennes marocains, à tous les citoyens et citoyennes maghrébins, à tous les citoyens et citoyennes arabes et tous les militants dans le monde, les militants pour les causes justes, pour se mobiliser fort afin de venir en aide, en soutien au peuple palestinien, afin de refuser tout ce qui se fait maintenant contre la cause palestinienne.
Voilà, on l'aura compris, donc cette démarche de normalisation va à l'encontre de la volonté populaire. Un leader politique marocain, Mohamed Sassi, avait même estimé que s'ils sortent dans la rue, cette fois-ci, les Marocains ne rentreront plus jamais chez eux. Il y a toujours cette note d'espoir derrière, rien n'est impossible, puisque, on l'a dit, les relations entre le Maroc et l'entité sioniste ne datent pas d'aujourd'hui. La normalisation n'a fait qu'officialiser ces relations, cette alliance. Mais ils estiment pouvoir encore fermer les bureaux de liaison, comme ça a été le cas en 2000 après la deuxième intifada. Comment mesurer d'abord, c'est très intéressant cette interview qui a été réalisée avec ce leader marocain du refus de la normalisation. Marocain contre la normalisation. C'est intéressant parce qu'on sait que ça a pris, donc il y a eu une réaction dans la rue, mais maintenant ça s'organise. Si ça s'organise, ça s'inscrit dans la durée. Voilà, si ça s'inscrit dans la durée, c'est petit poisson deviendra grand, ça va bourgeonner, ça va étendre, ça va s'organiser encore davantage. Et donc, c'est peut-être c'est la nature même du régime marocain qui peut être remise en cause. Donc la monarchie, dans la mesure où le roi a trahi son peuple, où le Marzen a trahi le peuple, comme de toute façon c'est établi. Maintenant, le peuple peut aller d'abord sur des bases tout à fait, j'allais dire, présentable, c'est-à-dire la trahison du peuple par son roi et son Marzen, de pouvoir exiger la réorganisation de l'État lui-même. Bien sûr, cela demandera une organisation, mais j'allais dire, le verre est dans le fruit maintenant. Ça peut s'étendre. Et donc, la cause étant la normalisation, il n'appartient au roi que deux choses, ou revenir sur la normalisation, et donc, comme vous l'avez dit vous-même, peut-être fermer ses bureaux de représentation, ou alors peut-être rester dans la normalisation, mais faire face à ce qui s'organise au niveau populaire, qui peut dégénérer, passer à autre chose. Vous pensez qu'il y a cette justement possibilité que la colère qui gronde en ce moment au niveau de la population marocaine emporte le régime du Marzen? Vous savez, face à l'entêtement suicidaire de l'axe Rabat-Tel Aviv et aux menaces qu'il engendre, la situation exige une telle mobilisation et un tel appel populaire citoyen que nous saluons. Parce qu'il y va de la dignité, pas du peuple marocain. Je parle en tant que militant des droits de l'homme, en tant que citoyen. Je pense que tous les peuples de la région doivent rester aux côtés de la Palestine. Ils doivent être contre cette dérive indigne, immorale, lâche et avant-gardiste d'extrême gravité du Marzen et de la diplomatie marocaine qui se poursuit encore avec une haine et férocité, on le remarque. Et cette mobilisation-là populaire des citoyens marocains exprime les sentiments profonds de tous les peuples de la région et de tous les peuples arabes qui sont solidaires avec le peuple palestinien et pour la colonisation de l'Afrique. Donc, comme disait le docteur, ça va aller crescendo et ça va s'organiser et parce que les origines de la crise sont toujours là. La crise d'ordre social, l'amour-propre des citoyens qui est touché dans la cause mère, qui est la cause palestinienne, et puis des pauvres qui s'appauvrissent davantage et des riches qui continuent à jouir des biens de tout le peuple. Et comme j'ai dit, il y a un partage. Aujourd'hui, la monarchie prend plus de 70%, pour ne pas dire plus, les généraux marocains et l'armée marocaine pour un peu les l'économie marocaine est entre les mains du roi. Il les oriente aussi vers les richesses du Sahara occidental. Qu'est-ce qui reste au peuple marocain, frère? Alors, on va
de drogue justement, parce que c'est aussi un véritable fléau. C'est un des premiers pays ou le premier pays exportateur de cannabis. Une étude de l'initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée a publié en 2020 une évaluation sur la production marocaine annuelle de cannabis à plus de 700 tonnes pour une valeur de 23 milliards, vous le disiez tout à l'heure, monsieur Ayachi, de dollars. Un rapport de département d'État américain publié en 2017 avait révélé que le trafic de drogue a représenté près de 23% du PIB du Maroc en 2016. Il y a aussi un véritable danger à ce niveau-là. Une drogue qui transite aussi par les territoires du Sahara occidental, qui nourrissent aussi les groupes terroristes du Sahel, qui tentent d'affaiblir le front interne même chez nous. Ça peut être un véritable danger. C'est un fléau aussi sur lequel il faut plancher. Certainement, c'est un danger d'ailleurs ancien, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Permettez-moi de revenir sur donc ce qui se passe à partir du peuple. Oui. Mais ne soyons pas naïfs, il va y avoir des réactions du roi de son Marzen et surtout de ses conseillers étrangers. Comment pouvoir contenir cette révolte populaire? Donc, outre la répression qu'on connaît et dont le Marzen est un grand expert en la matière, il y aura aussi quelque chose qui peut concerner notre pays. Vous savez que quand on veut dévier l'attention d'un peuple ou le retenir, il faut créer une guerre à ses frontières. Et c'est là qu'intervient donc le duo régime marocain antitessionniste pour probablement mener non pas une guerre ouverte, ça pourrait se faire, mais c'est une hypothèse de travail qui est infime. Par contre, on parle de guerre de quatrième génération maintenant, ce n'est plus les mêmes, voilà. des entreprises déstabilisatrices contre notre pays, et puis les réseaux sociaux dont vous parlez et qui sont entre les mains des services de renseignement marocains peuvent très bien, encore une fois, peser sur le pays pour un peu absorber, tamponner cette révolte populaire. C'est une hypothèse de travail qu'il ne faut pas sous-estimer. Quant à la drogue, effectivement, le Maroc, à juste titre, peut être qualifié de narco-État, puisque nous voyons que 23% du PIB provient de la drogue. Mais c'est même une arme économique, une arme d'agression sociale et politique contre les États. Vous savez que une des causes de chantage du Maroc contre l'Union européenne et contre principalement l'Espagne, c'est la drogue, avec le terrorisme et l'immigration clandestine. Voilà les trois sujets dont le Maroc menace l'Europe et principalement, encore une fois, l'Espagne. Mais c'est aussi un danger pour notre pays. Vous savez que le Maroc est très gêné par la fermeture de frontières, parce que précisément, depuis la fermeture des frontières, il y a maintenant 25 ans, il est quelque peu gêné par tout ce qu'il écoulait, parce que notre pays était en voie de passage pour le cannabis vers le Moyen-Orient et le reste de l'Afrique du Nord, et aussi pour transiter à partir de la Tunisie et de la Libye vers donc l'Europe centrale. Et par conséquent, c'est une source de nuisance extrême contre la jeunesse algérienne également, puisque telle a été la stratégie dans les années où le terrorisme s'est vissé dans notre pays, dans les années 90, et donc les autorités algériennes ont pris l'occasion de l'incident de Marrakech qui a amené le Maroc à fermer son frontière. Pour fermer notre frontière, une des causes, c'est la drogue et que le Maroc utilisait contre la jeunesse algérienne. Puis après, il y a eu donc cette voie, le conflit au Sahara occidental a révélé la brèche del Guelguerat, qui était une voie de passage de la drogue vers l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et le Sahel, il y a eu des connexions avec des bandes terroristes qui étaient alimentées de drogue et qui devaient tout simplement servir les intérêts marocains en ciblant des objectifs algériens. Rappelez-vous Larouat, Raldaya, Ouargla, etc. Et ils ont même mis sur pied une entité pseudo-terroriste, le Mujao, qui était montée de toutes pièces par les services marocains et le Mossad pour uniquement cibler l'Algérie et les intérêts algériens. Mais il y a quand même cet extraordinaire silence des médias internationaux. On parle du premier pays exportateur de cannabis, donc c'est connu, on sait, il y a l'Europe aussi qui est touchée. Mais il y a ce silence. C'est un silence complaisant. Oui, et complice, bien sûr. Complice, et puis ça nourrit l'injustice, l'impunité, parce qu'il faut reconnaître que
le Maroc a tout le temps ouvertement utilisé ses armes et puis menacé la région. Et il ne faut pas oublier qu'en plus de tout ce que la drogue qu'il a utilisée comme arme pour déstabiliser les pays voisins et un peu l'Afrique. D'ailleurs, le représentant du Front Polisario à l'ONU, Sidi Mohamed Omar, avait révélé ou relevé que la paix et la sécurité dans la région sont de plus en plus menacées par le lien entre le crime organisé, le trafic de drogue et le terrorisme. Il y a un financement aussi des groupes terroristes derrière tout cela. Ça finance le terrorisme. N'oubliez pas aussi qu'ils ont utilisé le terrorisme comme arme. Donc la drogue plus le terrorisme, vous voyez qu'est-ce que ça représente comme facteur d'instabilité, d'insécurité et d'attaque traîtresse contre la région. Vous avez parlé de notre représentant du Front Polisario. Le représentant du Front Polisario aux Nations Unies. Je pense que pour voir la répression du Maroc envers la population aussi sahraoui, il vient d'envoyer au nom du dirigeant sahraoui une lettre de protestation au secrétaire général des Nations Unies hier parce que la haine de la force occupante marocaine est allée à l'encontre de la joie citoyens des Sahraouis qui ont exprimé leur joie après la victoire de l'Algérie. Donc le sport qui est un facteur d'unité, de stabilité, d'amitié entre les peuples. Les Marocains ont aussi réprimé durement. Donc tout ce qui bouge actuellement, il est réprimé par les forces coloniales marocaines et aujourd'hui c'est l'armée qui est sur le terrain. Donc une répression sauvage s'abat sur les militants des droits de l'homme, sur la société civile. Le roi Mohamed VI a fait du Maroc un camp où on emprisonne, on torture et on fait disparaître tout ce qui exprime une voix citoyenne digne. Aujourd'hui même, ils sont en train d'aller vers criminaliser ceux qui portent le drapeau palestinien. Oui. On a vu que les forces coloniales marocaines, comment dans les manifestations citoyennes marocaines, en train de leur enlever le drapeau palestinien. Au moment où, donc on est fiers, nous. Pour celui qui se dit président du comité d'Al-Quds, on est fiers, nous, aujourd'hui, quand on voit notre équipe nationale descendre avec le drapeau palestinien et le drapeau algérien. Oui. Alors, on voit cette guerre médiatique où le Maroc qui déploie une véritable machine médiatique avec, bien sûr, les soutiens que l'on connaît, des télévisions, des stations radio et des journaux, des sites web. Il y a derrière une véritable manipulation. Qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Le Maroc a toujours bénéficié, vous savez que c'est un secret de polichinelle. Les circuits médiatiques dans le monde sont dominés par les sionistes. Ils ont investi dans la finance et les médias. Et vous trouvez tous les circuits médiatiques importants sont d'abord aux mains des sionistes. Or, vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose d'idérant, quelque chose d'intolérable, c'est l'impunité. Le Maroc est le producteur de cannabis dans le monde. On en parle comme ça dans les salons, on en parle dans la 16e page des journaux, on en parle en fin du journal d'information télévisée, mais on n'en fait pas un sujet parce que pourtant il pourrit la vie de la jeunesse. J'ai parlé tout à l'heure de la jeunesse algérienne, mais c'est la jeunesse européenne qui est le plus ciblée, parce que c'est, j'allais dire, le plus grand nombre, donc ceux qui payent le plus. Mais on dénonce le Maroc au passage. Les plus grands barons de la drogue en Europe sont des Marocains, et évidemment gérés par les services de renseignement marocains. Mais on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas, oui. Plus que ça, les droits de l'homme sont violés de façon caractérisée, massivement, quotidiennement au Sahara occidental. On n'en parle pas. Il y a eu aussi ce communiqué des ressources naturelles des immigrants, du Sahara occidental sont spoliées. La Cour de justice de l'Union européenne rend des verdicts qui sont en faveur du peuple sahraoui et du Front Polisario. La France essaie de tourner. Cette impunité, d'où le Maroc la tient-elle? Le Maroc démantèle la MINURSO en 2013. Il démantèle la MINURSO et renvoie une partie de la MINURSO
Et il n'est pas puni pour ça, il n'est pas interrogé pour ça, il n'est pas averti pour ça. D'où tient le Maroc, qui n'a jamais réussi à organiser ce référendum. Il a le soutien de la France. Absolument, et le veto aussi. Et il a le soutien de la France et de l'entité sioniste et des réseaux sionistes à travers le monde. Et par conséquent, l'embargo médiatique qu'il met sur la cause sahraoui, l'embargo médiatique qui fait qu'il est protégé vis-à-vis des opinions publiques occidentales et autres, tout ça fait que le Maroc, j'allais dire, évolue dans une ambiance complice et favorable pour ces menées criminelles. Et par conséquent, le Maroc, on le donne même comme modèle de démocratie. Si tant est qu'il en est ainsi. Ben, le Maroc, c'est le pays le plus démocratique d'Afrique du Nord pour beaucoup de cercles bien pensants occidentaux. Pour ceux qui se disent défenseurs des droits de l'homme, hein, voilà. Bien entendu. Vous savez, tout le monde connaît le calvaire de la militante sahraoui Sultana Khaya, qui depuis 13 mois est enfermée dans son appartement, tous les jours violentée par la police marocaine. C'est ce qui dénonçait justement le représentant du Front Polisario à l'ONU. Mais tout à fait. Ce silence. Et Sultana Khaya, personne n'en parle. Si on n'en parle pas, en Europe, on n'en parle pas beaucoup. Il y a eu aussi ce communiqué qui a été publié samedi dernier à l'occasion de la journée des droits de l'homme. C'est l'État marocain qui dénonce l'État marocain qui continue de pratiquer l'expulsion des migrants, que ce soit à l'intérieur du Maroc ou vers leur pays d'origine, les soumettre à des poursuites, des arrestations arbitraires et la privation de leurs droits fondamentaux, en particulier pour les migrants en situation irrégulière. Donc on voit une violation des droits de l'homme dans ce pays-là. Elle est systématique et massive. Et elle est vérifiée et établie. Les violations des droits de l'homme ont été vérifiées, envers la population et les migrants. Ils ont été documentés par les organismes internationaux compétents, à savoir Frontline, Human Rights, Fondation Kennedy, le rapporteur contre la torture, le rapporteur des droits de l'homme aux Nations Unies, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc c'est vérifié, établi. Et aujourd'hui, comme nous le constatons tous, cette répression, elle est féroce dans les territoires occupés. Ils vont dans les domiciles, ils torturent, ils arrêtent arbitrairement, ils violent les on parle même de traite humaine. Il n'y a plus de morale, il n'y a aucune retenue. Et malheureusement, il y a une complicité, il y a un silence. Ces pays qui se réclament droits de l'homme, ce Conseil de sécurité qui en principe est là pour appliquer le règlement international, le droit international. Ce silence, s'il continue comme ça, il va altérer l'image des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, les Nations Unies doivent agir, doivent prendre les responsabilités qui leur incombent. Il faudrait une réforme de l'ONU. Ils sont responsables de la sécurité, du maintien de la paix dans la région et dans le monde. Ils voient qu'aujourd'hui, le Maroc se complaît dans le statu quo colonial. Et non seulement il se complaît, mais il s'emploie à le perpétuer. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il consolide son axe et sa relation avec Israël, c'est pour justement continuer à occuper le Sahara occidental et Qu'est-ce qui pourrait rompre justement ce silence? C'est la population? C'est l'opinion publique? L'opinion publique qui doit faire la pression. Et aussi, il faut que les gens qui sont, ou bien les institutions qui sont responsables d'appliquer le droit international et de veiller sur la sécurité qui se déclament des Nations Unies, doivent prendre les responsabilités. Parce que les résolutions, chaque année, chaque 6 mois, il y a des résolutions pertinentes qui consacrent le droit du peuple sahraoui à la détermination, qui condamnent les violations des droits de l'homme, qui réclament un référendum, mais dans la pratique, c'est autre chose. Il y a un silence complaisant et on laisse faire. Et ça nourrit l'impunité et ça n'aide pas à développer la paix dans la région. Bien sûr. Mohamed Salem Ahmed Delabid, directeur de la télévision sahraoui La Rast, avait d'ailleurs déclaré qu'il fallait peut-être aller vers une nouvelle politique médiatique, justement pour rendre la situation plus visible et donner bien sûr la véritable version des faits. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu un embargo. Puissant, qu'il y a eu un embargo. La visibilité qu'il faut donner à la cause sahraoui, la résonance qu'il faut lui donner, qu'il faut donner aux revendications légitimes des Sahraouis.
Le mouvement international de la solidarité s'y emploie depuis longtemps. Les gouvernements qui reconnaissent la race s'y emploient depuis très longtemps. Les parlementaires qui sont des pays amis ou qui reconnaissent le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui s'y emploient depuis longtemps. Mais c'est véritablement contre un adversaire très fort, en l'occurrence, qui a beaucoup de moyens, qui a quelque part à étouffer. Vous savez, il y a 2 pays au monde qui n'appliquent pas la résolution de l'ONU. Bizarrement, c'est Israël et le Maroc. Israël n'a jamais appliqué les résolutions qui lui sont toutes défavorables du Conseil de sécurité, mais il n'est pas rappelé. d'État. Et le Maroc, la même chose. Tous les ans, il y a une résolution du Conseil de sécurité qui recommande l'organisation des référendums d'autodétermination au bénéfice du peuple sahraoui. Elle n'est pas appliquée. Mais qui fait que des pays bénéficient de cette impunité et de se laisser aller, cette permissivité qui est totale vis-à-vis d'Israël et du Maroc. Et par conséquent, là, il est très difficile de pouvoir lutter. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Ça veut dire tout simplement qu'il faut s'organiser et lutter encore davantage pour arriver à réveiller. Alors, le problème qu'il y a au Maroc, c'est ces formations politiques qui ont vendu leur âme au diable, qui n'ont plus de conscience d'exister en tant que formation politique, parce que c'est elles qui devraient porter les revendications populaires. Ce sont d'abord les partis politiques. Or, les partis politiques, ils ont été laminés par le Marzen. Ils ont été laminés par le roi parce que tout simplement, il a fait en sorte qu'ils viennent tous manger à la mangeoire. Alors justement, c'est peut-être les partis politiques qui ont été désavoués aujourd'hui, mais on parlait depuis tout à l'heure de la prise de conscience des citoyens marocains. Pour Ahmed Ouimen, président de l'Observatoire marocain contre la normalisation, il considère que justement cette normalisation avec l'entité sioniste représente un véritable danger pour le Maroc lui-même. On l'écoute et on revient juste après. الرحمن الرحيم بالنسبة لنا في l'Observatoire contre la normalisation, on considère toute forme de normalisation comme étant une trahison. Et doublement la normalisation sur le plan militaire et sécuritaire, sur le plan d'échange de l'espionnage. Pour nous, toute forme de normalisation au Maroc est une menace pour le Maroc avant tout, et une menace pour toute la région, pour l'Algérie aussi. C'est pour cela qu'on dénonce la normalisation et qu'on mène notre lutte avec les sit-ins, avec les marches, avec les communiqués, avec bien sûr, mais fermement pour que l'entité sioniste s'éloigne de notre région. C'est une lutte à l'infini pour cette normalisation inacceptable au Maroc. Le peuple marocain considère la cause palestinienne comme sa cause nationale et considère, comme il a scandé toujours le slogan Palestine amana والتطبيع خيانة, المقاومة أمانة والتطبيع خيانة. وبالتالي pour nous la normalisation est inacceptable purement et simplement, et on ne va pas nous arrêter qu'après la fermeture de ce bureau de liaison qui اللي كيعمل يعني كيزرع الفتنه وباغي يشعل الحرب بين المغرب والجزائر لتقسيم المغرب والجزائر معا. ولذلك كان نطلبوا من الشعب الواحد في المغرب والجزائر ما يقبلوش بهذا المخطط يمشي بعيد، وقريبا نقدو يعني نعتقوا بلادتنا ونحلوا مشاكلنا بيناتنا ويسقط التطبيع. هما غادي نوقفوا حتى يسقط التطبيع ونسدوا هذا المكتب ديال الخراب اللي تحل في الرباط بحول الله وقوته. تحية للشعب الجزائري ولكل أحرار المغرب العربي.
Voilà, donc l'intrusion officielle d'Israël en Afrique du Nord via cette normalisation vient complexifier une situation déjà, une configuration géopolitique déjà très tendue dans la région. Mais si aujourd'hui la région est déstabilisée, le Maroc lui-même est menacé. Bien entendu, d'abord quand on entend ces la détermination. Ces leaders marocains, on dit que tout n'est pas perdu. L'espoir est permis. Parce que précisément, je le disais tout à l'heure, le roi et son Marsen ont misé sur la dévitalisation du peuple marocain. Le peuple marocain existe, la preuve en est là. Et puis, quand on parle de normalisation, il faut comprendre par là la mise aux normes d'Israël. C'est-à-dire, c'est Israël qui normalise par rapport à ses propres intérêts, pas par rapport aux intérêts du Maroc, encore moins, bien entendu, ceux de l'Algérie. Et par conséquent, cette normalisation que fait Israël avec les pays arabes, c'est de pouvoir les neutraliser, de pouvoir les tétaniser, de pouvoir les asservir, et après, j'allais dire, d'avoir donc ces pays arabes qu'il a toujours revendiqués comme devant être ne représentant aucun risque pour Israël. Ouais, il va juste développer son influence à travers le parrainage du Maroc. Évidemment, pour passer à une autre étape d'exploitation et de domestication, ce qu'il n'a pas réussi à faire avec l'Algérie, tout au moins si on parle de notre pays, et qu'il va tenter de faire par Marzen et roi interposés. Donc la guerre par procuration, en jouant le rôle d'abord de fournisseur des dernières armes sophistiquées, etc., de conseiller en entreprise criminelle dont il a l'expertise, de pouvoir faire l'agenda de déstabilisation de l'Algérie. Évidemment, je crois que nous sommes avertis de ces choses-là. Nos plus hautes autorités en ont conscience, bien entendu. Et pour ma part, je crois que ce qui jouera un rôle très important, c'est le front intérieur. Face à toute adversité, les Algériens ont su toujours garder l'unité nationale et de pouvoir faire front pour pouvoir parer à toute éventualité d'où qu'elle vienne. Oui. Quelles seraient les répercussions justement de cette nouvelle donne sur le Maroc directement? Il y a lieu de souligner ce qu'on vient d'écouter là comme message citoyen, comme appel de ce citoyen marocain digne. Ça reflète un peu le sentiment des peuples de la région et du Maghreb des peuples. Quand je dis Maghreb des peuples, peuples du Sahara occidental y compris. Aujourd'hui, donc, la solidarité populaire citoyenne doit se développer, doit aller de l'avant, et parce qu'il y a un jumelage entre l'entité sioniste d'Israël et le Makhzen et la monarchie coloniale marocaine qui font d'un seul un bloc pour déstabiliser la région, pour continuer à occuper le Sahara occidental, pour continuer à occuper la Palestine et pour confirmer leur entêtement à ne pas accepter la légalité internationale qui a consacré le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers un référendum. Pour la Palestine également. Et pour la Palestine également, avec capitale reconnue comme le Quds. Et aussi, il y a une tentative aujourd'hui. Nous connaissons qu'ils ont tout fait pour amener le monde arabe et les régimes arabes à leur faire admettre que c'est un conflit entre l'Algérie et le Maroc. Alors que les résolutions sont claires et les deux parties sont reconnues au niveau des Nations Unies, c'est le Front Polisario et le Maroc. Mais maintenant, ils reviennent à la charge, sachant que c'est la dernière question de décolonisation en Afrique, ils reviennent à la charge avec Israël pour ensemble aller casser l'unité africaine, casser l'Union africaine et l'Union du Maghreb. L'Union du Maghreb. Ils veulent faire endosser ça à l'Algérie, mais on voit qui est responsable de toute cette division, de toute cette instabilité. Vous voyez les peuples. Et ça parle, même les régimes responsables, tous ils sont responsables, ils endossent la responsabilité de construire un Maghreb arabe uni, stable, solidaire, homogène pour les peuples de la région. Si on aurait été ensemble, s'il n'y a pas eu la guerre, s'il n'y a pas eu la colonisation du Sahara occidental, s'il n'y a pas eu l'entêtement du Maroc à fuir la légalité internationale et à continuer sa politique d'obstruction, aujourd'hui on va vers un Maghreb où on se complète, où on s'entraide. On est partenaire. On devient partenaire. On l'a fait avec la Tunisie, on le fait avec d'autres pays. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on doit être solidaire.
La cohésion sociale doit primer. En ce qui concerne en Algérie, le danger, il est réel. C'est pour cela qu'il faut que nous devons être unis et que sous la direction du président de la République qui a développé des positions courageuses, populaires, reconnues en direction de la Palestine du Sahara occidental, nous devons rester en tant que peuple et armée unis comme un bouclier contre toute tentative de division. La cohésion sociale, pour finir, merci M. Lama et M. Layachi, entre les peuples est importante. La cohésion sociale. Bien entendu, bien entendu. Je crois même que ce serait un flashback en histoire. Du temps du président Boumediene Allah Yarhamou, on a parlé du Maghreb des peuples. Après avoir pensé qu'on pouvait construire l'unité maghrébine entre les États. Et bien sûr, et encore une fois, moi je suis agréablement surpris et en tout cas très satisfait de la réaction populaire marocaine. Ça veut dire que le peuple marocain existe et l'a fait savoir à son roi et à son marzen, pourtant qu'il l'opprime quotidiennement. Et c'est précisément la conscience des peuples qui fera du fait qu'on ne pourra pas transgresser la souveraineté des peuples et surtout leur dignité, leur liberté pour vivre un peu selon leur foi, leur personnalité et leur histoire. Très bien, merci. La conscience des peuples. Je rappelle que mercredi, 22 décembre, cela fera 1 an que le Maroc a signé ou a annoncé cette normalisation avec l'entité sioniste. Plusieurs appels à la manifestation sont lancés justement pour ce 22 décembre. On en a largement parlé sur ce plateau. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous retrouve mercredi pour une nouvelle émission de questions. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.